Les podcasts de la 45e édition de Cinéma du Réel. Entretien entre Amos Gitaï et Eva Illouz à l'issue de la projection du film News from Home, News from House, réalisé en 2005. Ce film est le dernier de la trilogie House de Amos Gitaï. Je vais donner, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, je remercie Eva Illouz qui a accepté de venir pour ce moment de discussion avec Amos Gitaï. Merci Eva d'être là avec nous. Merci Amos pour cette trilogie et pour ce moment. Et puis Amos et Eva vont parler en anglais, donc Armel est là pour faire la traduction. Voilà. Okay, so good evening. I'm very glad I can talk about not only Amos Gitaï, who is a movie maker I admire a great deal, but especially about this documentary, which for me is one of his best movies. And so Amos, you're born in Haifa in 1950, I think. Haifa, for those of you who don't know Israel, Haifa is a very special city, which actually I think deserves a whole movie. One of your recent movies is called Night in Haifa. Haifa is very special because it is presumably one of the cities where the coexistence between Arabs and Jews is the most peaceful and the most creative, and maybe not by chance. I think, are you born in Haifa and you made the kind of cinema you made? I think your cinema reflects very much. Je traduirai Hein? On fait une petite pause. Ah oui, pardon. Excusez-moi. Non, on doit faire à la suite. D'accord. L'une de l'autre. Donc bonsoir à tous. Je suis ravie de parler ce soir avec Amos Gitaï, non seulement parce que c'est un réalisateur que j'admire énormément, mais aussi de parler de ce documentaire qui est à mon sens un des plus réussis. Amos, vous êtes né à Haïfa, donc pour ceux qui ne connaissent pas Haïfa en Israël, c'est une ville très particulière, notamment parce que c'est une des villes où la coexistence entre les populations est la plus pacifique. Une ville aussi qui, sans aucun doute, mérite un documentaire à part entière. Donc c'est le cas d'un des films d'Amos Gitaï. Le film s'appelle A Night in Haifa. Et c'est peut-être pas non plus un hasard si Amos Gitaï est né à Haïfa et qui reflète donc cette cohabitation entre les populations. So you start studying in an institution of higher education in Haifa, which is the Technion. You start studying architecture, and I think it's in the early 1970s, and you have to interrupt your studies to join the Yom Kippur War in 1973. Donc j'interromps. En fait, je vous regardais tout le temps pour... Comme ça, si j'ai l'air paniquée. Donc vous avez fait vos études à Haïfa, à l'Institut Technion, je crois. Vous avez fait des études d'architecture donc au début des années 70, puis vous avez dû interrompre ces études au moment de la guerre de Kippour en 73. And you, as it is documented in one of your most famous movies, which is Kippur. It's called Kippur, which you made, I think, in 2000. You are in a helicopter and you are wounded, and the helicopter also, I think, gets a missile, a Syrian missile. And after that, you go and do a doctorate in Berkeley, a doctorate in architecture, and then you go back to Israel. And you make House, and House I think is from 1980.
Voilà, donc au moment de la guerre de Kippour, comme vous le racontez dans un film qui s'appelle Kippour en 2000, donc au moment de la guerre, vous êtes blessé dans un hélicoptère qui est atteint aussi par un missile. À la suite de ça, vous vous rendez à Berkeley où vous faites un doctorat en architecture. Puis à la suite de ce doctorat, vous revenez en Israël. So I guess my first question, it's a question I've always meant to ask you, is what exactly made you move from architecture to movie making? And I ask this question because I think we are always very curious to know, first of all, what makes movie makers become what they are. I mean, I saw recently the last Spielberg's movie, The Fabelmans, and I think it's a fairly nice account of his love for movies and how he came into the cinema. So I was curious not only about how you came to cinema, whether you have a story to tell us, and what made you move from architecture to movies, although, as I'm going to say, you never really left architecture, and I think architecture is constantly present in your movies, but that I will leave for later. Donc, la première question que je voudrais vous poser, qui est d'ailleurs une question que j'ai toujours voulu poser, c'est qu'est-ce qui vous a fait passer de l'architecture au cinéma? Je pense que c'est une question qui est toujours intéressante de savoir comment est-ce que les cinéastes sont devenus ceux qu'ils sont. J'ai vu récemment le film de Spielberg, The Fabelmans, qui est une très belle exploration de cette question-là. Donc, est-ce que vous avez une histoire autour de ça, de comment est-ce que vous en êtes venu à être cinéaste, même si en un sens vous n'avez pas non plus totalement abandonné l'architecture? So I'll reveal the truth finally. Donc c'est enfin le moment de révéler toute la vérité. I wanted to have fun. I wanted to have fun. Je voulais m'amuser. So I felt, when I finished my architectural studies in the Technion, a guy called Ranan Weitz told me, you finished it in excellency. Why did you design one of the settlements, which is called the Tkoa? Tkoa is the historical place where the prophet Amos was propheting. Tkoa. Et au fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de mes études, on m'a dit, donc vous avez réussi de manière exemplaire, félicitations. Pourquoi, à la suite de ça, ne pas dessiner, faire les plans, une colonie, on dit en français. Pourquoi ne pas dessiner les plans pour la colonie de Koa, qui est donc le lieu où le prophète Amos prophétisait? Mais qu'il a Cisjordanie. So I told him, Tkoa, you should תתקע את זה למישהו אחר. I don't know how Moi, je peux pas traduire ça. I mean, stick it to somebody else, It's a pun. C'est un jeu de mots, en fait. So I thought that at some point, to be a good architect is actually not to produce architecture in these circumstances. Donc, au bout d'un certain temps, j'ai pensé que finalement le travail de l'architecte n'était pas de produire de l'architecture. So if architecture become an instrument of colonization and oppression, I prefer, now that I'm an architect, and I even had my PhD and I understand it, I prefer not to exercise architecture. Donc finalement, si le travail de l'architecture, c'est de participer à un travail d'oppression, maintenant que je suis architecte, maintenant que j'ai le doctorat, je préfère finalement ne pas exercer ce travail d'architecte. And so I proposed to the television in Israel to do, like I mentioned 2 nights ago, to do my first film, House, in 1980. And since in many cases my personal biography corresponds to big events in Israel, they said still yes, because it was still the last period of the Labour Party. But when the Likud took over, they took me out of the television.
Donc j'ai proposé à la télévision israélienne de faire ce premier film en 1980, House. Mais comme ça a souvent été le cas, ma biographie personnelle rencontre un écho finalement avec l'histoire plus large. Et au début, ils ont accepté, c'était la fin de la période du Parti travailliste. Et ensuite, quand le Likoud est arrivé au pouvoir, finalement, ils ont changé d'avis. I think essentially it's a civic activity, and I love the capacity of cinema to touch, to expose a nerve. So of course some films I did made people nervous, but I thought it's a good thing to do. Et donc finalement pour moi c'est une activité citoyenne, hein, le cinéma, et c'est un travail finalement d'exposer un nerf, si on peut dire, et sans doute que mes films ont rendu certaines personnes nerveuses ou les ont inquiétées, mais je pense que c'est une bonne chose à faire. I just want to press you a bit before I move to my second question. And you may not accept the distinction I'm going to make. But, looking at the end of the movie, I thought, do you want to tell stories when you make a movie, or do you want to tell the truth? Because even your fiction movies, I think, really often, I feel that in your fiction movie you want to tell the truth. But then I looked at the end of this documentary and I thought, no, maybe he's a storyteller. I mean, which of the two? Or maybe you don't accept the distinction I'm making. Donc si je peux insister un petit peu, vous pousser plus loin dans cette direction, et peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec la distinction que je vais faire, mais est-ce que finalement vous cherchez à raconter des histoires ou est-ce que vous cherchez à dire la vérité? Et c'est pas forcément une distinction qui va recouvrir celle entre fiction et documentaire, parce que dans beaucoup de vos fictions, je trouve que vous cherchez à raconter la vérité, à dire la vérité. Et en même temps, avec la fin de ce documentaire, je me suis dit, est-ce que finalement il ne s'agit pas davantage de raconter des histoires? I think both. Les deux, bien sûr. Okay. So now let me move to the trilogy, the movie, especially the last one. I wasn't sure if everybody saw the first and the second one. Donc je vais passer maintenant à la trilogie. Donc je n'étais pas certaine en préparant si tout le monde ici allait avoir vu les premiers et les deuxièmes épisodes. So the first is made in 1980, which is a very strange period in Israel, but frankly, every period seems strange in Israel because it's 3 years after the right Menachem Begin unsettled the hegemony of the Labour Party. But still, I think it's a period where everybody still very much believes in the Zionist enterprise. And I say this to emphasize what, in my opinion, is so remarkable in your movie, which is that you chose the topic that would become, very obviously much later, the topic of Israeli politics. So I just start by saying that. So we are not in 1980. This movie is made later, but the first one, it's as if you saw exactly what was going to be the politics of land and housing that would be so central to Israel later. But I haven't started even my question yet. Donc vous commencez le premier House en 1980, qui est une période aussi très, très particulière pour Israël, même si j'ai tendance à penser finalement que toutes les périodes sont très particulières pour Israël. C'est une période sur le Parti travailliste. 1977, c'est Begin qui remplace le Parti travailliste. La droite remplace le Parti travailliste donc en 1977, c'est ça. Et en même temps. Voilà, et en même temps, la pensée sioniste et l'hégémonie sioniste sont encore très présentes. Et néanmoins, dès ce premier film, vous arrivez d'emblée à voir des thèmes qui vont être à l'avenir centraux finalement pour les problématiques israéliennes, et notamment la question des terres et du logement. Voilà. So House
home is, I think, it's to be understood both literally and metaphorically. Literally because in 1948, 600,000 Arabs are made to leave, are expelled from Israel or leave voluntarily. And in 1950, there is a law that is voted in Israel that's called the Absentee Property Law. En français, on appelle ça la loi de déshérence. And the law specifies that if somebody left an apartment, or if the apartment is empty, or if the land is empty, then it will belong to the state of Israel. Donc la question de la maison et du foyer sont le titre House est à comprendre de façon à la fois littérale et métaphorique. En 1948, donc les gens sont chassés ou fuient leur maison. En 1950, donc c'est au moment de la première guerre israélo-palestinienne. Et en 1950, c'est l'avènement de lois sur les biens en déshérence, c'est-à-dire qu'un logement ou les terres qui vont être considérées comme vacantes vont être récupérées par l'État d'Israël. And so I think a lot of Israelis in the 1980s, correct me, Amos, I was not living in Israel, you were. I think a lot of Israeli Jews consider that this is a natural fact, that these houses would belong to them. In 1950s, so this house is left in 1948, and in 1956 there is a couple of Algerian Jews who come to live there, and then I think there is an American professor or something like that, an academic who lives there. And I think that what is so striking in this trilogy is that through all the characters that appear in it, whether it is the workers, whether it is the constructor, the guy who is in charge, whether it is the neighbors, whether it is the different inhabitants of this house, whether it is the first owners of the house, all of these characters converge in this place, which is this house. And what you show, I mean, for the sociologist I am, what's very striking is that you show that this object, this house, is actually the intersecting point or the converging point of an enormous social activity. Et donc en 1980, donc corrigez-moi si je me trompe, parce que moi je ne vivais pas en Israël en 1980, mais j'ai l'idée que c'était un fait accepté de manière assez naturelle, donc cette occupation, donc cette prise des logements et des terres par l'État israélien. Donc ce qu'on voit dans House, c'est que finalement c'est un couple de juifs algériens qui vont emménager dans la maison qui appartenait avant à un homme arabe, un docteur. Puis c'est un universitaire israélien qui emménage dans cette même maison. Et ce qu'on voit finalement à travers tous les personnages qui peuplent cette trilogie, donc ça peut être ces différents habitants que j'ai cités, ça peut être l'homme qui vivait là avant, ça peut être aussi les ouvriers qui travaillent sur le chantier, l'entrepreneur, les voisins. Tous ces gens finalement vont converger sur le site qui est la maison, et c'est particulièrement intéressant d'un point de vue de sociologue, parce que c'est mon métier, c'est que finalement ça devient un point de convergence, oui, de l'activité sociale. And what I mean by social activity is that, you know, around this house there is a lot of economic work around it. There is a social relationship between the Jews and the Arabs. There is an appropriation of space by the Israelis, by a colonial power. And you show extremely well all the political and social work around this house. And so I think that what this movie is actually a movie in the politics of architecture. And I was wondering if you agree with this interpretation.
Et donc ce que j'entends par activité sociale, donc, qui viendrait converger au niveau de cette maison, c'est qu'on assiste à la fois donc, à l'activité économique qu'elle implique, on assiste aux relations sociales qui existent entre les juifs israéliens et entre les arabes. Et on assiste aussi à la question de l'espace et de l'occupation de l'espace. De sorte que finalement, c'est un travail qui m'apparaît être une mise en question et un travail autour de la politique de l'architecture. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette interprétation? Yes. Oui. I think you're brilliant, huh? I'm not talking. You are talking now. C'est pas moi qui parle ce soir. I'm curious. I'm following you. Mais je suis curieux, je suis. No, this is about you, not about me. C'est à propos de vous ce soir. No, I like the fact that it's a concrete object. Oui, j'apprécie le fait que ce soit un objet concret. And autour de cet object, we construct stories, narratives, biographies, political, but we have all the time the repetitions again and again, this object. So we are reminded of this object which become the centerpiece. C'est finalement autour de cet objet concret que se construisent des récits, des biographies, des discours et des propos politiques, et en même temps la répétition finalement de l'objet concret nous rappelle que c'est ça qui se trouve au centre. That's it? Okay. So I want to pursue this, I think, marvelous way that you have to talk about very complex politics through one single place and object. One of the characters I think it's News from House, and it appears also in the play that is right now playing at Le Théâtre de la Colline. Amos actually put together the three documentaries into a play that is running right now. Donc je voudrais poursuivre donc, sur cette façon que vous avez de traiter de questions politiques très complexes en partant d'un même objet. Et c'est notamment une question que je souhaite poser en rapport avec, je crois, News from House, News from Home, donc la troisième partie, et qui se retrouve aussi dans la mise en scène qui est actuellement proposée à la Colline et qui regroupe finalement les trois documentaires dans cette pièce. So one of the characters says he's an Arab. I forget who it was. If it is Dajani, I think it's Dajani. Yes. He says, talking about Israeli politics, he says, you know, Israelis open a little crack in the window, whereas we Palestinians want to go through the door. Which is, I thought it was a very nice way to use the house as a metaphor for the tangled politics between Israelis and Palestinians. And then, yeah. Ouais, donc là, il y a dans ce film et dans la pièce, il y a un personnage qui est au fait de Jani, donc le fils, enfin celui qui était petit garçon finalement dans la première maison. Il prend la métaphore de la maison et du conflit israélo-palestinien en disant que les Israéliens ouvrent, ils entr'ouvrent une fenêtre peut-être, enfin oui, ils laissent comme ça un petit passage, alors que finalement les Palestiniens, eux, veulent venir négocier dans la maison. Et je trouvais que c'était une façon très intéressante de prendre la maison comme métaphore du conflit. And I was reminded that there is a second way of using the house as a metaphor also. It is Isaac Deutscher, who was a Jewish intellectual. He was talking about, the question of whether Zionism and Israel were just or not.
And he had this famous analogy. He says, and I'm quoting from Isaac Deutscher, he says, "A man jumped from a house on fire where his family members already perished by fire. He jumps, and when he jumps, he saves his life, but he falls on a man who was standing below. He breaks the man's arms and legs." And so he says, the jumping man has no choice, and yet the man with the broken limbs that he was the cause of, he says, he had no choice, and yet there is a man with broken limbs, and he caused these broken limbs, and he's the cause of his misfortune. And then he says, if they had behaved rationally, they would not hate each other. They would not become enemies. And so here Isaac Deutscher is trying to justify Zionism by imagining this, by doing this analogy of a house on fire. Et donc je voulais évoquer une autre métaphore de la maison, empruntée donc à Isaac Deutscher, qui est un intellectuel israélien, juif, pas israélien, et qui prend donc la maison comme métaphore du sionisme et qui décrit l'histoire d'un homme qui est sur le toit d'une maison en feu dans laquelle l'incendie, toute sa famille a péri dans l'incendie, donc il est sur le toit de cette maison en feu, il saute du toit de la maison en feu, en atterrissant il tombe sur un homme auquel il brise les bras et les jambes, et donc Isaac Deutscher dit, mais il n'avait pas le choix, et néanmoins le résultat est que cette personne se retrouve là terriblement blessé. S'ils agissaient rationnellement, ils ne se haïraient pas. C'est le conditionnel. So Amos, I was wondering what what you think of these political metaphors of a house, whether you know, what's your reaction to them? Because I find both of them pretty powerful. Donc, quel est votre point de vue sur ces métaphores politiques de la maison? Les deux sont assez puissantes. No, I think that the value of this trilogy is the simplicity of it, you know. That we are talking about a group of people with their baggage of tragedy, the Nakba, the Shoah, and they are related by this object, by this building. And this was, frankly, this was the project from the beginning, you know. I wanted to take an object which relates this juxtaposition of narratives, put them side by side, and I think that was the. So in a way, I didn't want to escape to some sort of. I think that's the work of the spectator to draw larger lines. I wanted to stay with this object, and I think that's the strength of it, like text by Faulkner or like Joyce, which described to us his city Dublin by a juxtaposition of little fragments of biographies, and that's it. But do you think that taking this... Je traduis ce que... Donc pour moi, l'intérêt et la grande valeur de la trilogie, finalement, c'est sa simplicité. L'idée qu'il y a tous ces gens qui sont en rapport avec cette maison, avec leur propre tragédie, que ce soit la Shoah ou la Nakba, et qui se retrouvent finalement dans cet immeuble qui, comme on l'a dit, devient un point de convergence de récits. Toujours revenir à cet immeuble, à cet objet concret qui les relie et qui juxtapose finalement ces différentes histoires et ces différentes tragédies. Ensuite, c'est le travail du spectateur pour moi qui va être de tirer les fils comme ça et d'élargir. C'est pour moi aussi de même la grande force de récits comme ceux de Faulkner ou de Joyce, qui vont être de créer à partir d'une juxtaposition de fragments ou de biographies des mises en rapport. Maybe if they have some questions, you know, we can. No? What do you think? You want to stop here? Huh? Yeah, because I think they want to.
Il y a un micro en fait, qui circule en haut. Bonsoir et merci beaucoup. Je ne sais pas si vous préférez que je la pose en français ou en anglais, ou peu importe. Enfin, de toute façon, il y a une très bonne... Comme vous voulez. Bon, de toute façon, c'est assez simple. C'est par rapport au titre du documentaire, enfin, en tout cas, cette dernière partie, c'était... Enfin, il y avait cette hésitation, il me semblait, ou ce passage entre house et home. Et enfin, dans le documentaire, à un moment, j'ai l'impression qu'il y a cette proposition de presque donner des noms à ces maisons. Il y en a une qui est la house d'origine, et puis la maison d'à côté qui devient home. Mais il me semble qu'en anglais, en tout cas, pas en français, où c'est plus... Enfin, il y a une différence quelque part entre house et home. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a la maison plus concrète, et puis quelque chose de plus abstrait dans home, enfin, comme dans l'allemand Heimat, il me semble. Et donc, enfin, je parle pas du tout ni hébreu ni arabe, mais je voulais savoir si cette différence avait une pertinence quelconque, à la fois pour vous et puis éventuellement aussi pour les personnes que vous avez rencontrées, croisées. Enfin, donc cette idée de la maison à la fois concrète et puis tout l'imaginaire qu'elle charrie, ou l'attachement à quelque chose qui serait plus du côté de home, ou si ça n'a pas de sens ici, ou enfin, ce qu'on peut en faire, quoi. Okay. No, I think it's an interesting point. I think both in Hebrew and Arabic, you say bayit or beit. So these two languages are very interesting because they keep the concrete, let's say the physical and the metaphysical in the same word. Let's say you say in Hebrew shamayim, okay, sky. In English you can say heaven. And actually when King James translated the Bible to English, he used heaven, so it became very religious. But in the Old Testament it's called the shamayim, it's called sky. So it's this ambiguity between physical, metaphysical is part of the syntax, is part of the language structure. Also, home is something very intimate in a way, and house is a building in a way. So the idea is to put the question into home or house or Donc en effet, mais en hébreu comme en arabe, finalement, c'est un mot qui rejoint ces deux dimensions à la fois très, très physiques et métaphysiques. C'est comme si on pense au terme qu'on va retrouver dans la Bible en anglais, traduit par heaven, les cieux. Finalement, dans la Bible, va être avec un seul mot beaucoup plus physique, qui est celui de ciel. Donc finalement, toutes ces questions de langue en hébreu vont marier le physique et le métaphysique, et ça m'intéressait finalement aussi par rapport à house et home, d'avoir cette question autour de l'aspect plus intime peut-être de home et plus physique de house comme immeuble. Merci. Avant de venir ce soir, j'avais préparé une question, et c'était si vous alliez nous faire le plaisir de mieux connaître tous ces personnages, parce que c'est ce qui manque un peu dans les deux premiers films. Donc ce vœu a été exaucé, merci beaucoup. Donc je reformulais ma question. À quand le prochain installment, la prochaine épisode? Parce que je pense que ça a une valeur vraiment indicible, cette possibilité de connaître dans le contraire, très concrètement pour nous autres qui ne vivons pas là-bas, nous connaissons les grandes lignes du conflit, mais de les voir incarnés dans ces personnages, c'est d'une valeur donc inestimable. Et donc, à quand le prochain installment qui nous fera connaître la poursuite, comment se développe leur vie des personnages, ceux qui ont survécu, et leurs enfants, les prochaines générations. Merci. je ne sais pas. Vous avez une obligation morale de le faire. Basta. Et est-ce que ce film-là aussi a été censuré en Israël? Non. C'est déjà ça.
Je trouve que la métaphore est intéressante sur le feu et le blessé, mais qui va éteindre le feu et qui va soigner le blessé? On peut prolonger cette métaphore par plein de scénarios. Pour moi, Oui, tu veux pas la réponse? J'ai la réponse. Pour moi, la question. Oui. La question en Israël, en ce moment, il y a effectivement un énorme problème de maison. À cause de l'immigration des Juifs français à Tel Aviv. Bon, dernière question. Après, on va aller faire dodo. Hein? Dans le troisième film, vous avez consacré, je sais pas, j'ai l'impression d'être consacré dans le montage cette période où ils annoncent un attentat à Londres. Et j'étais étonné de voir quelque chose qui était extérieur à la situation géopolitique venir s'insérer dans le récit. Je n'avais pas remarqué ça dans le premier ou le deuxième. Est-ce que c'est volontaire ou est-ce qu'il y a un message? Dans le troisième film, on entend à la radio un moment où ils écoutent la BBC et un reportage sur les attentats à Londres. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans les deux premiers films, finalement, des éléments extérieurs au conflit. Du moins, pas les médias. On n'a pas les médias qui interviennent. La question, c'est est-ce que c'était volontaire? Est-ce qu'il y a une réflexion Tu sais que toutes les choses que tu as vues sur l'écran, ils sont volontaires. Hein? Je sais. Même parce qu'on décide qu'est-ce qui va être à l'intérieur des cadres et qu'est-ce qui va être exclu des cadres. Alors c'est pour ça que je n'aime pas du tout le terme cinéma vérité, parce que c'est un travail de cinéaste, il est un travail volontaire. Et on sélectionne dans la réalité complexe des choses qu'on a envie de montrer. Après aussi, on a l'avantage de montage. Alors on va restructurer les choses qu'on a envie de montrer. Alors il n'y a pas de... C'est-à-dire il y a le hasard, mais on capte le hasard. Et après on va inclure le hasard dans cette juxtaposition d'images. Alors si je laissais les radios de BBC, parce que j'étais envie de laisser les radios de BBC, c'est-à-dire la pénétration des news sur cette diaspora palestinienne à Amman. Et aussi, j'ai beaucoup aimé que les critiques les plus strictes du monde arabe viennent des Palestiniens sur la façon autocrate, sur l'aspect non démocratique de ce régime. Et c'est des Palestiniens qui le disent, c'est pas l'Israélien. Si c'était l'Israélien, c'était trop facile. Alors c'est pour ça que j'ai laissé Hadj Ali et Raji Dajani de voir cette conversation. Je trouvais ça fait partie de cette liberté de série de personnages avec Rabiha Dajani, féministe palestinien, qui expose un point de vue autonome des gens libres. Et c'est ça était le sens de ce projet. Bon, je crois qu'il faut remercier tout le monde. Merci.